Il existe des rencontres qui dépassent le temps, l'espace et la logique rationnelle. Lorsque deux âmes destinées se rencontrent, quelque chose en elles reconnaît immédiatement la profondeur de ce lien. Mais que se passe-t-il lorsque la séparation survient? Qu'est-ce qui peut briser une connexion qui semblait éternelle? Et plus important encore, qu'est-ce qui peut la faire renaître? Dans cette vidéo, nous explorerons les forces invisibles qui, paradoxalement, éloignent et rapprochent deux âmes tissées par un appel plus profond. Plongeons dans les mystères de la psyché, des énergies complémentaires et des chemins symboliques qui souvent doivent être parcourus séparément pour que l'union véritable advienne. Si vous avez le sentiment qu'une connexion essentielle a été rompue, ou si vous pressentez qu'il y a encore quelque chose de plus grand à venir, préparez-vous à découvrir ce qui attire réellement deux âmes l'une vers l'autre, non par désir, mais par la nécessité de la totalité. Laissez un commentaire. Je fais confiance à la rencontre qui transforme. Profitez-en pour mettre un like, vous abonner à la chaîne et laisser votre soutien en commentaire. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Selon la psychologie analytique de Carl Jung, les liens profonds entre deux personnes ne relèvent pas de simples coïncidences ou d'affinités superficielles, mais sont l'expression d'une réalité psychique plus vaste. Jung pensait que chaque être humain porte en lui une voie d'individuation, un processus continu de connaissance de soi et d'intégration des aspects inconscients de la psyché. Dans ce parcours, les relations significatives agissent comme des miroirs et des catalyseurs. Lorsque deux âmes destinées se croisent, quelque chose de plus grand que l'ego se met en mouvement. Ces âmes activent en l'autre des contenus profonds, souvent inconscients, éveillant projections, ombres et parts endormies de la personnalité. La séparation entre ces âmes peut représenter une exigence archétypale de la psyché. Jung affirmait que l'inconscient se sert de ces ruptures pour stimuler le développement individuel. Quand une âme s'éloigne de l'autre, la douleur de l'absence devient souvent un appel intérieur, invitant l'individu à se tourner vers lui-même, à affronter ses blessures et à intégrer ce qui n'est pas résolu, qu'il s'agisse de sa propre ombre ou des archétypes de l'animus et de l'anima, figures intérieures du masculin et du féminin. Le retour n'est donc pas assuré par le destin en lui-même, mais par le travail psychologique accompli pendant la séparation. À mesure que chacun progresse sur le chemin de l'individuation, leurs âmes s'alignent plus consciemment. Le retour ne se produit que s'il y a eu une véritable transformation, l'intégration de ce qui était auparavant inconscient. Jung nous rappelle que ce n'est pas l'attachement qui ramène ces âmes, mais la maturité spirituelle née de la confrontation avec l'inconscient. La séparation de deux âmes qui semblaient destinées à rester ensemble n'est du point de vue jungien ni un accident ni une faute du destin. Au contraire, cette rupture peut marquer une étape cruciale du processus d'individuation, cette voie intérieure d'autoconnaissance, de différenciation et d'intégration qui conduit l'individu à la réalisation du self, centre organisateur de la psyché. Pour Jung, les relations profondes fonctionnent comme des miroirs archétypaux, révélant des aspects cachés de la personnalité. Ainsi, la rencontre de deux âmes affines déclenche souvent un puissant mouvement de transformation, puisque l'inconscient est mis en jeu, activant projection et douloureux éveil de vieilles blessures. Quand ces âmes se séparent, ce qui semble être un effondrement peut, en réalité, répondre à une exigence de l'inconscient, suivre l'appel du développement intérieur. Plutôt que de se fixer sur l'autre comme source de complétude, l'individu est poussé vers un chemin solitaire, non pas dans le sens d'une solitude existentielle, mais comme parcours nécessaire à la construction de son intégrité. La douleur provoquée par la séparation agit comme un rituel symbolique, interrompant d'anciens schémas pour laisser émerger quelque chose de nouveau. Pendant cette période, la psyché travaille intensément. Les émotions refoulées remontent à la surface, les rêves révélateurs se multiplient, et les souvenirs enfouis refont surface avec force. C'est comme si l'inconscient profitait du vide laissé par l'absence de l'autre pour amplifier tout ce qui doit être vu et intégré. Ce processus peut être profondément inconfortable, car il oblige l'ego à affronter la vérité. Ce qui ressemblait à de l'amour pouvait aussi être dépendance, projection ou idéalisation. L'individuation exige que le sujet abandonne ses illusions et affronte sa propre ombre, tout ce qu'il a refoulé, nié ou refusé de reconnaître. La séparation n'est donc pas une punition, mais un portail vers la maturité. Là où l'amour semblait combler un manque, il devient désormais nécessaire de découvrir
ce qui faisait réellement défaut au plus profond de soi. Jung considérait la souffrance comme un messager de transformation, et la rupture amoureuse, surtout entre âmes intimement liées, porte ce potentiel alchimique. Un autre aspect essentiel est la rupture de la symbiose inconsciente. Quand deux âmes se rencontrent, un enchantement naturel et un magnétisme peuvent dissoudre temporairement les frontières de l'ego. Mais si ce lien persiste sans conscience, il devient fusionnel, empêchant le développement de l'autonomie psychique. La séparation émerge alors comme une force compensatoire, un mécanisme du self qui vise à rétablir l'équilibre et à permettre à chacun de retourner à son propre centre. Durant ce temps, les véritables épreuves de l'âme apparaissent. Résister à la tentation de combler le vide par des substituts superficiels, accueillir la solitude comme un espace fertile d'écoute intérieure, cultiver le silence comme lieu de reconnexion à son essence. Tout cela demande courage, discipline émotionnelle et abandon radical au processus psychique. Mais c'est sur ce terrain même que l'âme se renforce, les masques tombent, et la véritable identité, jusque-là masquée par la présence de l'autre, finissant par émerger clairement. Lorsque cette étape est vécue consciemment, l'individu ne se contente pas de grandir, il se transforme. Il apprend à aimer depuis un lieu plus mature, plus entier, libéré des fantasmes de complétude projetés sur l'autre. Le retour éventuel n'est pas le rétablissement d'une zone de confort émotionnel, mais la célébration de deux âmes ayant cheminé séparément vers leur essence et pouvant désormais se retrouver de manière plus lucide, profonde et authentique. Telle est la finalité cachée de la séparation. Ne pas éloigner pour toujours, mais préparer un retour conscient, ou parfois révéler que la véritable rencontre était celle avec le self lui-même. Lorsque deux âmes se croisent avec une force presque inexplicable, il ne s'agit pas seulement d'une affinité superficielle, ni d'une passion intense. Jung expliquait qu'il y a un échange symbolique entre inconscients. Ce type de rencontre éveille souvent des projections puissantes, mécanismes par lesquels l'individu transfère sur l'autre des contenus intérieurs encore non reconnus. Au début, cette projection peut prendre la forme d'une idéalisation romantique, d'un sentiment de « l'autre me complète » ou de la conviction d'une connexion destinée. Mais ce qui semble magique se révèle tôt ou tard comme une invitation à l'intégration. La projection agit comme un miroir psychique. Nous voyons chez l'autre ce qui nous manque ou ce que nous refusons d'admettre en nous, qualités lumineuses ou aspects obscurs. C'est là qu'intervient le concept d'ombre, central dans la psychologie jungienne. L'ombre représente ce que l'ego rejette, tout ce qui ne correspond pas à l'image idéale de soi. En projetant notre ombre, nous attribuons inconsciemment à l'autre des traits que nous ne voulons pas reconnaître. Cela peut se manifester par des conflits intenses, des critiques démesurées, ou même un amour obsessionnel, car au fond, nous n'aimons pas l'autre tel qu'il est, mais ce qu'il incarne en nous. Lorsque des âmes destinées se séparent, la rupture survient souvent au moment où la projection commence à se dissoudre. L'enchantement initial cède la place à la réalité, et ce qui était source d'extase devient souffrance, frustration ou incompréhension. Jung disait que c'est à ce stade que le véritable travail commence. Retirer la projection, se tourner vers soi et se demander « Qu'est-ce que cela que je vois chez l'autre me dit de moi ?» Cette question ouvre la porte à la connaissance de soi. La séparation devient alors une opportunité psychique. Quand l'autre s'éloigne, le miroir se brise et le reflet revient à l'intérieur. La qualité que nous admirions chez l'autre peut être une facette oubliée de nous-mêmes. Courage, sensibilité, créativité, force. Et ce qui nous heurtait si violemment peut être un aspect refoulé de notre personnalité. Reconnaître cela demande humilité et courage, car il faut assumer la responsabilité de ses émotions et cesser de blâmer l'autre pour ce que nous ressentons. Ce mouvement de retrait de projection et d'intégration de l'ombre est une étape essentielle du processus d'individuation. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer l'autre, mais d'apprendre à aimer en conscience, sans idéalisation ni attente génératrice de souffrance. Lorsque nous parvenons à voir l'autre tel qu'il est, imparfait, humain, en devenir, nous apprenons aussi à nous regarder avec plus de compassion et de lucidité. L'ombre n'est pas négative en elle-même. Elle renferme des potentiels précieux, exclus de la conscience par conditionnement, souffrance ou traumatisme. Intégrer l'ombre, c'est récupérer des parts de soi oubliées ou réprimées. Et la relation avec quelqu'un qui éveille des émotions intenses peut se révéler la clé de cette exploration intérieure.
non pas pour s'y perdre, mais pour devenir plus entiers. Quand la séparation survient et que la douleur de la perte nous pousse à l'introspection, nous avons la chance de voir l'autre non plus comme sauveur ou bourreau, mais comme messager de l'inconscient. Il ou elle a mis en lumière ce qui devait être vu, travaillé et éventuellement intégré. En accomplissant ce travail, nous cessons de projeter et commençons à percevoir. C'est alors que l'amour peut réellement se transformer, de relations inconscientes et fusionnelles en liens matures, libres et authentiques. Ainsi, ce qui paraissait une tragédie, la séparation, se révèle étape indispensable d'un processus bien plus profond. Devenir qui l'on est vraiment, sans masque, sans dépendance, et avec le cœur ouvert à un amour qui ne se nourrit plus d'illusions, mais de vérité. Pour Carl Jung, chaque être humain porte en lui l'image inconsciente de l'autre sexe. L'homme porte l'anima, image du féminin, et la femme, le animus, image du masculin. Ces figures ne sont pas de simples archétypes isolés, mais des ponts essentiels vers la totalité psychique, influant directement sur les relations, surtout celles chargées de transformations profondes. Quand deux âmes destinées se rencontrent, ces archétypes s'activent avec force. L'autre devient le miroir vivant de notre anima ou de notre animus non intégré. Ces projections archétypales sont intenses car elles touchent des couches profondes de l'inconscient. L'autre devient porteur du féminin idéalisé, de l'âme enchantée, de la force rédemptrice, du guide spirituel, ou au contraire, de la part d'ombre qui défie, confronte et transforme. Cette expérience, fascinante mais dangereuse sans conscience, peut nous plonger dans un monde d'illusions où l'image projetée supplante la réalité. Jung affirmait qu'aimer véritablement requiert une profonde connaissance de soi, notamment de ses facettes internes qui influencent nos choix et réactions. La séparation de ces deux âmes peut donc être perçue comme une convocation archétypale. Ce qui semblait être une union prédestinée se brise précisément parce qu'un travail intérieur reste à accomplir. Le masculin et le féminin intérieur, anima et animus, exigent intégration. L'absence de l'autre marque le début de leur présence symbolique. Il nous faut désormais découvrir en nous ce que nous cherchions chez l'autre. Le processus d'intégration de l'anima chez l'homme passe par la reconquête de la sensibilité, de l'intuition, de l'empathie, de la réceptivité et de la fluidité émotionnelle. Ce chemin ne le rend pas moins masculin, mais plus complet. Un homme qui n'a pas peur de sa vulnérabilité et reconnaît en son féminin intérieur une alliée puissante. Pour la femme, intégrer l'animus signifie développer assertivité, rationalité, force décisionnelle et assise intérieure. Elle cesse de chercher un sauveur ou un guide en l'autre, devenant sa propre autorité intérieure. Cette transformation intérieure est souvent déclenchée par la rupture d'un lien extérieur. La souffrance de l'éloignement, lorsqu'on l'accueille avec maturité, pousse l'âme à se tourner vers elle-même. Plutôt que de courir derrière l'autre, on se met à courir vers soi. Et c'est là que commence la véritable alchimie psychique. Le masculin et le féminin, projets d'abord suspendus sur l'autre, se rencontrent enfin au cœur de notre propre âme. Ils ne s'opposent pas, ne s'annulent pas, mais s'harmonisent et dansent ensemble, nourrissant le processus d'individuation. Ce retour intérieur produit des effets profonds. La personne apprend à tisser des relations avec davantage de clarté, d'autonomie et de compassion. Elle ne cherche plus dans l'autre ce qui lui manque, mais partage ce qu'elle a trouvé en elle. Lorsque deux âmes ayant suivi ce chemin se croisent à nouveau, elles ne se retrouvent pas comme autrefois. Quelque chose de fondamental a changé. Il n'y a plus de désir de fusion ni de dépendance émotionnelle, mais la volonté d'un amour conscient qui reconnaît l'individualité de l'autre tout en s'enrichissant de la rencontre. Jung considérait cette intégration comme l'une des tâches les plus sacrées de l'existence humaine. Anima et animus ne sont pas de simples structures intérieures, mais des ponts vers le divin, des chemins vers la plénitude. Aimer l'autre dans ce contexte revient à aimer son propre inconscient. Et perdre l'autre, aussi douloureux soit-ce, peut constituer l'impulsion nécessaire à la découverte de sa propre complétude. Ainsi, la séparation de deux âmes destinées ne signifie pas un échec, mais souvent l'amorce du voyage le plus important, celui qui réunit le féminin et le masculin intérieur, ouvrant le cœur à un amour qui ne dépend plus, n'enferme plus, mais fleurit parce qu'il émane de l'intégrité. Il existe un type de retour qui n'a rien à voir avec les contes de fées ou les romances idéalisées. Ce retour n'est pas ponctué de promesses éternelles ni de déclarations grandioses. Il est silencieux, mature et surtout conscient.
Jung nous enseigne qu'on ne peut vraiment aimer que lorsque l'on cesse de projeter sur l'autre ce qu'on n'a pas encore reconnu en soi. C'est pourquoi la réunion de deux âmes séparées ne devient pleine que si chacune a traversé le chemin d'individuation, ce trajet intime, solitaire et transformatif, où l'ego apprend à dialoguer avec le self. À ce stade, l'amour ne naît plus du manque, mais de la présence. Il ne réclame plus l'autre pour combler un vide, mais l'accueille comme témoin et compagnon d'une aventure partagée. Ce retour conscient survient lorsque chacun, ayant intégré ses ombres, retiré ses projections et réconcilié ses archétypes intérieurs, découvre l'autre comme un être humain authentique, et non comme un idéal. La magie ne disparaît pas, elle se métamorphose. Elle cesse d'être illusion pour devenir présence vivante, portée par maturité, liberté et responsabilité affective. La séparation, dans ce cadre, a servi de terreau fertile à l'expansion de la conscience. Tous deux ont dû affronter leurs blessures, leurs peurs, leurs dépendances émotionnelles. Peut-être ont-ils vécu d'autres histoires, emprunté de nouveaux chemins, versé des larmes en silence. Mais chaque fragment de cette expérience relevait du travail de l'inconscient, qui ne les guidait pas vers une réunion immédiate, mais vers une transformation intérieure capable de rendre ce retour possible à un autre niveau de conscience. Il ne s'agit pas de revenir à ce qui était, mais de revenir à soi, pour regarder l'autre d'un regard neuf. Le retour conscient porte une fréquence différente. Il y a moins d'attente, moins d'idéalisation, moins d'urgence. S'installe l'écoute, la patience et avant tout, le respect de l'individualité. L'amour devient un espace où chacun poursuit son processus d'individuation sans se perdre dans l'autre, sans se fermer par crainte d'être blessé. C'est une danse entre proximité et autonomie, entre abandon et limite, entre communion et solitude. Cette danse n'est possible que si, de part et d'autre, une assise solide s'est construite au sein même de l'âme. Jung affirmait que la véritable relation commence lorsque le roman prend fin. Cela ne signifie pas la fin de l'amour, mais celle de l'illusion. Le roman initial attire, charme, rapproche. Mais c'est la conscience qui soutient. Le retour conscient, donc, ne gomme pas le passé, mais le réinterprète. Tout ce qui a causé douleur, confusion ou éloignement est compris comme faisant partie intégrante du processus. Cette compréhension apporte la guérison. Car il ne s'agit plus de revenir avec quelqu'un, mais de se retrouver avec l'autre depuis un lieu nouveau, un endroit où règne vérité, vulnérabilité et choix. Ce retour peut aussi se jouer sans reprise du lien physique. Parfois, il s'opère en nous-mêmes. L'âme comprend, pardonne, libère. Dans ce geste silencieux, quelque chose s'aligne intérieurement. La douleur se mue en sagesse, l'absence en présence symbolique. Et l'amour, même sans contact, demeure force transformatrice. Mais quand la réunion a lieu dans la matière, quand deux personnes se retrouvent après s'être reconstruites de l'intérieur, ce qui apparaît est rare. L'union de deux âmes qui n'ont plus besoin de se compléter, mais se reconnaissent comme le reflet d'une vérité épanouie individuellement et désormais partageable. C'est l'amour né de l'intégration. Il n'est ni le plus bruyant, ni le plus ostentatoire, mais le plus stable, le plus profond et le plus authentique. Il ne repose pas sur des promesses infinies, mais sur des choix quotidiens. Il ne dépend pas de l'absence de conflit, mais de la présence de conscience. Il n'exige pas la perfection, mais l'authenticité. Au bout du compte, ce n'est pas le destin qui unit les âmes, mais le travail silencieux de chacune vers sa propre intégrité. Le retour se produit quand elles sont prêtes, non pas pour revivre le passé, mais pour créer un présent nouveau où l'amour n'est plus fuite, mais présence lucide. Il existe des séparations qui semblent définitives, mais qui, en réalité, sont des mouvements profonds de l'âme, destinés à faire naître quelque chose de plus authentique. À la lumière de la psychologie de Carl Jung, nous comprenons que ces éloignements entre âmes liées ne sont pas de simples hasards, mais des étapes essentielles du chemin d'individuation. Chaque absence invite à la présence intérieure, chaque douleur à la découverte de l'ombre, chaque rupture à la possibilité d'intégration du féminin et du masculin intérieur. Quand ce travail est mené avec courage et honnêteté, le retour devient possible, non pas comme un retour à l'ancien, mais comme un nouveau commencement entre deux êtres qui savent désormais qui ils sont. L'amour, alors, cesse d'être quête de complétude et devient expression de la totalité conquise. C'est là que deux âmes se rencontrent réellement, non par nécessité, mais par choix conscient. Votre parcours importe. Votre âme connaît le chemin.